Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Jane Birkin, actrice et chanteuse britannique adulée en France, s'est éteinte hier à Paris à l'âge de 76 ans. Birkin demeure une icône francophone incontestée pour sa personnalité chaleureuse, sa contribution au cinéma et à la musique, ainsi que son engagement indéfectible pour les droits des femmes. Hier, l'actrice et chanteuse d'origine britannique Jane Birkin, enfant sauvage des années 60, devenue une figure bien aimée en France, est décédée à Paris à l'âge de 76 ans. Le ministère de la Culture a déclaré que le pays avait perdu une icône francophone intemporelle. Birkin avait été victime d'une légère attaque cérébrale en 2021, après avoir souffert de problèmes cardiaques au cours des années précédentes. Jane Mallory Birkin est née à Londres en décembre 1946, fille de l'actrice britannique Judy Campbell et du commandant de la Royal Navy, David Birkin. L'icône vivait en France, son pays d'adoption, depuis la fin des années 60, et outre ses chansons et ses rôles dans des dizaines de films, elle était très appréciée pour sa nature chaleureuse et sa lutte acharnée en faveur des droits des femmes. Je l'ai peu connue, mais elle était très gentille, très généreuse, elle posait beaucoup de questions, ce qui était très étonnant. Elle aimait beaucoup parler de l'Angleterre, et entre autres je connaissais assez bien l'île de Wight où elle avait passé pas mal de temps dans son enfance, et donc on parlait un peu de l'île de Wight. Elle était ce qui était agréable, c'est qu'elle n'était pas du tout langue de bois. Elle disait les choses honnêtement. Les gens vont être très tristes de son départ. C'est vraiment quelqu'un qui va manquer à la France. Et puis en plus, une Anglaise aimée par les Français, c'est quand même important. Birkin était aussi connue à l'étranger, principalement pour son duo de 1969, Je t'aime, moi non plus, chanté avec Serge Gainsbourg, son compagnon de l'époque. Leur fille, Charlotte Gainsbourg, a aussi joué dans plusieurs films et a réalisé un documentaire sur sa mère intitulé Jane by Charlotte. J'ai été touchée parce que c'est une famille qui est très touchante, mais c'est une famille qui a traversé les générations. Parce que ça a commencé à l'époque de mes parents, pendant les années 60, les années yéyé, j'étais pas née. Je suis née en 1972 et ensuite j'ai été bercée étant jeune par les premières chansons de Serge Gainsbourg, et ça a continué à mon adolescence à l'époque de Gainsbourg, et ça a continué, et mes enfants aujourd'hui ont pris la relève et continuent d'écouter Serge Gainsbourg et également Charlotte Gainsbourg. Alors mes larmes. En s'éteignant, Jane Birkin laisse derrière elle un ample héritage culturel et l'empreinte d'une femme généreuse et engagée, véritable symbole franco-britannique qui a marqué plusieurs générations. En avril dernier, le président Emmanuel Macron a promis un plan d'action gouvernemental pour rétablir la paix dans le pays à la suite de ses impopulaires réformes des retraites. Les mesures de ce qu'il a appelé les 100 jours d'apaisement ne semblent pas avoir convaincu les Français jusqu'à présent, surtout après les émeutes qui ont éclaté dans le pays au début du mois. Le 14 juillet, le président français a semblé éloigné du public et il a été hué par une partie des Français présents à Paris. Notre journaliste David Vivès était sur place. Une fête avec un arrière-goût amer pour le président français. Des huées et des appels à la démission ont été lancés alors qu'Emmanuel Macron descendait l'avenue des Champs-Élysées lors du défilé militaire annuel du 14 juillet à Paris. Sa décision d'augmenter l'âge de la retraite a déclenché des mois de manifestations au printemps et a nui à sa cote de popularité. C'est nécessaire de continuer à faire la fête, de célébrer. Et puis c'est peut-être l'occasion aussi de faire retomber un petit peu les tensions et que tout le monde revienne un petit peu dans des choses un petit peu normales. Le pays est très divisé. Je crois qu'il faut avoir l'intelligence de se parler sans se mettre sur la figure. Mais voilà, après il n'y a pas de recette miracle. Je ne sais pas si notre président en trouvera une. En avril, Macron a déclaré qu'il se donnait 100 jours pour mettre en œuvre de nouvelles politiques et apaiser le pays. Les 100 jours étant passés, il est peu probable que les Français voient le président plus favorablement, surtout après les émeutes qui ont plongé la France dans la violence pendant plusieurs jours au début du mois. À chaque fait de cette nature, ou moins ou plus, il y aura toujours cette chose. Le gouvernement a beaucoup de mal à contrer ce genre de choses, et même la police ils n'ont plus peur de la police de toute façon.
Ces deux Françaises venues en vacances à Paris disent qu'elles ne participeront pas aux célébrations car elles craignent de nouvelles émeutes. De là à dire que ça s'est calmé, non, parce que c'est encore dans les esprits. Après, de là à ce qu'il y a encore de nouvelles émeutes aujourd'hui, ça, j'espère pas. Moi, j'ai encore le sentiment de peur, surtout avec tout ce qui a pu déjà se passer auparavant sur Paris, le Bataclan, etc. Et par exemple, ce soir, on hésite fortement à sortir, justement avec ces mouvements de foule, parce que je me dis à tout moment, il peut se passer quelque chose. Tout est imprévisible. La fête nationale s'est terminée par des feux d'artifice dans de nombreuses villes. David Vives, NTD Actualité, Paris. Et en Allemagne, plus d'une vingtaine de villes ont été perturbées par des activistes climatiques lors d'actions de protestation organisées par le groupe Last Generation la semaine dernière. Certains automobilistes comme ici à Koblenz ont écarté les manifestants qui tentaient de bloquer la route. À Berlin, les services d'urgence ont utilisé un marteau-piqueur pour enlever le bitume autour de la main d'un manifestant qui s'était collé à la route. Ces événements surviennent un jour après que 2 aéroports allemands ont annulé de nombreux vols en raison des perturbations occasionnées par des actions organisées par le même groupe. À Hambourg, les militants se sont collés au tarmac. À Düsseldorf, ils ont franchi une barrière de sécurité et bloqué une voie d'accès à la piste. Le groupe accuse le gouvernement allemand de ne pas avoir de stratégie pour s'attaquer aux problèmes liés au climat. 3 semaines après la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner, un général russe affirme avoir été limogé de son poste de commandant après avoir évoqué la mort massive de ses hommes et les manquements des hauts gradés de l'armée russe. J'ai attiré l'attention des officiers sur la principale tragédie de la guerre moderne. Il s'agit de l'absence de contre-batterie, de l'absence de renseignements sur l'emplacement de l'artillerie ennemie et des décès massifs et des blessures graves de nos frères causées par l'artillerie ennemie. J'ai également souligné d'autres problèmes. Je me suis exprimé au plus haut niveau. J'ai été sincère et ferme. Le général russe de division Ivan Popov, qui commandait la 58e armée des troupes fédérales du district sud, a déclaré dans un message vocal qu'il avait été démis de ses fonctions pour avoir dit la vérité sur ce qui se passait sur la ligne de front. Son message a été publié par le député russe Andrei Gourouliov. On ne sait pas exactement quand le message a été enregistré. Le ministère de la Défense n'a rien déclaré au sujet de cette radiation. Et aux États-Unis, Twitter veut qu'un tribunal fédéral mette fin à l'accord conclu avec la FTC, la Commission fédérale du commerce. En 2020, Twitter et la FTC avaient réglé un différend sur la protection de la vie privée après que les régulateurs avaient accusé Twitter d'avoir utilisé des informations sur la sécurité des comptes. Puis, l'été dernier, la FTC a ouvert une enquête sur Twitter, accusée d'avoir outrepassé les termes de cet accord. Twitter affirme que la commission n'a intensifié son enquête qu'après l'acquisition de la plateforme par Elon Musk. La société accuse la FTC de préjuger de l'issue de l'enquête, alors que les enquêteurs cherchent à faire comparaître Musk lui-même. Twitter demande au tribunal d'arrêter l'enquête et de mettre fin à l'accord. La FTC s'est refusée à tout commentaire. Combien de fois avez-vous participé à une réunion en pensant qu'un simple échange de courriel aurait suffi ? Une entreprise canadienne a compris ce sentiment et essaye de montrer que le temps, c'est de l'argent et que l'entreprise le gaspille parfois en réunions inutiles. Voici les détails. Shopify a mis en place mercredi un outil appelé calculateur du coût des réunions. Il est intégré au calendrier Google de ses employés et indique le coût estimé de leurs réunions. Le coût est calculé en utilisant les données du salaire moyen, le nombre de participants et la durée de la réunion. Par exemple, une réunion d'une demi-heure avec 3 employés peut coûter à l'entreprise de commerce électronique entre 600 et 1500 €. Le calculateur prévoit que Shopify verra ses coûts globaux diminuer de 15% si l'entreprise supprime simplement 3 réunions par personne et par semaine. Au début de l'année, Shopify a annulé toutes les réunions réunissant 3 personnes ou plus, ainsi que toutes les réunions programmées le mercredi. Les effets sur l'environnement de travail, la coopération et la productivité n'ont pas été clairement évalués. Les armées de pirates informatiques chinoises deviennent de plus en plus sophistiquées. Elles se concentrent désormais sur la furtivité et la discrétion. Voici les détails sur les nouvelles méthodes des hackers chinois.
Dans leurs attaques contre les États-Unis, les hackers chinois utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. Auparavant, les piratages en provenance de Chine étaient immédiatement détectés. Tout le monde pouvait facilement identifier le piratage et sa provenance, et les Américains savaient alors comment se prémunir contre de futurs piratages. Les méthodes étaient assez rudimentaires. Mais aujourd'hui, les piratages de la Chine sont furtifs. Les pirates se cachent dans les réseaux informatiques pendant des mois, voire des années. Ils surveillent tranquillement ce qui se passe et recueillent des données. L'une des méthodes qu'ils utilisent consiste à éviter de pirater les ordinateurs principaux. Ils piratent plutôt les périphériques tels que les imprimantes, les routeurs ou d'autres objets connectés comme les télévisions intelligentes. Le logiciel malveillant est en fait chargé dans le système d'exploitation d'un appareil. Ensuite, l'appareil est activé sur le réseau et peut se propager à d'autres appareils. C'est typiquement ainsi que ces piratages se produisent aujourd'hui. Rex Lee est conseiller en cybersécurité chez MySmart Privacy. Il explique que les applications collectent une quantité massive d'informations et qu'étant donné que tout est connecté à un réseau de nos jours, le piratage d'un objet peut se propager à tous les objets. La récente attaque contre les comptes de Microsoft ou ceux de hauts fonctionnaires comme Gina Raimondo pourrait avoir utilisé cette méthode. Ces attaques les plus furtives jamais découvertes inquiètent les Américains car elles pourraient compromettre des informations précieuses. La chose la plus grave serait de s'en prendre au réseau électrique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre hors service, et alors les gens sont pratiquement sans défense. Lee n'est pas convaincu que les États-Unis puissent se protéger correctement. Selon lui, la cyberinfrastructure du gouvernement est extrêmement obsolète. De plus, de nombreuses organisations n'appliquent pas les normes de cryptage les plus strictes parce que ces normes coûtent très cher. Et nous allons maintenant nous pencher sur un nouveau documentaire signé Epoch Times intitulé « Sans agriculteurs, pas de nourriture, la future crise alimentaire ». Des experts se sont réunis pour discuter du documentaire au Freedom Fest à Memphis, aux États-Unis, la semaine dernière. Voici un aperçu de leurs commentaires. Le documentaire vous dit tout ce qu'il faut savoir sur les dirigeants mondiaux qui sont derrière tout cela, sur la collusion entre les entreprises et les gouvernements, et sur les raisons pour lesquelles leurs moyens de subsistance sont menacés. Et cela va même au-delà de l'agriculture, car les mêmes choses se produisent dans notre approvisionnement en énergie et dans nos transports. Ce qu'Epoch Times a fait ici, c'est vraiment d'envoyer un colis bien rempli aux gens qui veulent savoir ce qui se passe avec notre approvisionnement alimentaire, qui est derrière tout ça, comment ils peuvent l'arrêter et comment ils peuvent riposter. Nous parlons des libertés les plus fondamentales que les gens peuvent avoir, le droit de produire, le droit de consommer, le droit de posséder des terres, le droit de contrôler et de se gouverner. Je veux dire par là qu'il s'agit de questions absolument fondamentales qui transcendent les lignes des partis, qui transcendent la partisanerie et ce genre de querelles que nous connaissons aujourd'hui. C'est donc un très, très bon investissement dans votre temps. J'ai terminé le documentaire en me disant qu'il était très convaincant et je suis donc vraiment ravie. Je pense qu'il va réveiller beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un problème et j'espère qu'il les réveillera à temps pour que nous puissions y remédier. Le documentaire se penche sur les intentions cachées derrière les politiques vertes dans le monde. Il s'intéresse aux histoires d'agriculteurs contraints de cesser leur activité, aux perturbations de l'approvisionnement alimentaire et à l'arrivée soudaine des insectes comestibles comme solution verte mondiale. Il faut le regarder, c'est tout. Il faut voir ce qu'il se passe. C'est la première chose à faire, diffuser l'information. Les gens doivent prendre conscience de la situation. Il faut tout remettre en question. Nous en arrivons à un point où l'on se dit que cela ne semble pas correct. Cela ne semble pas correct. Je ne vais pas me mettre à manger des grillons. J'aime bien mon steak et je veux en savoir plus. Je veux regarder ce documentaire. La sortie de Sans agriculteurs, pas de nourriture, la future crise alimentaire est prévue pour septembre sur Epoch TV. Et restons dans le domaine de l'agriculture pour parler de l'innovation d'un cultivateur de houblon allemand. Il a installé des panneaux solaires dans son champ et il en résulte une situation gagnant-gagnant. Les panneaux fournissent de l'ombre à son houblon tout en lui procurant un second revenu grâce à l'énergie solaire. Regardez. Un agriculteur de Bavière espère une double récolte cette année. Dans ses champs, il veut récolter du houblon et de l'énergie solaire. Il a installé des panneaux solaires photovoltaïques ou système PV sur son champ de houblon. Ceux-ci devraient pouvoir alimenter jusque 250 foyers en énergie solaire chaque année. Ce système fait partie d'un projet pilote mené en collaboration avec une université voisine.
C'était sans aucun doute un défi, mais pour l'avenir de mon entreprise et pour me préparer à l'avenir, en particulier en période de changement climatique et de manque de précipitations, je le vois comme une deuxième source de revenus. Il explique que sa culture de houblon a bénéficié du système PV, parce que les panneaux fournissent l'ombre nécessaire et protègent mieux les plantes des conditions météorologiques extrêmes. Ce que l'on peut voir actuellement dans d'autres champs où il n'y a pas de PV installé, c'est que certaines feuilles jaunissent déjà à partir de la base. Le houblon subit un stress dû à la sécheresse. Il n'a pas assez d'eau. Mais pas ici. Le houblon est d'un vert riche, il a une belle couleur. Les panneaux solaires sont construits à une hauteur d'un peu plus de 6 mètres. Les tuteurs ont été remplacés par des piliers en béton qui servent de pilotis aux panneaux. Le défi de cette installation est le poids du houblon. Actuellement, en juin, le houblon n'est pas très luxuriant, mais la plante devient très lourde et pousse beaucoup plus. La première récolte de houblon, depuis l'installation du système photovoltaïque, est prévue pour le mois d'août. Selon les calculs actuels, l'agriculteur peut générer environ 2 fois plus de revenus avec l'énergie solaire qu'avec la récolte de houblon. Le projet a coûté plus d'1 million d'euros et le système photovoltaïque devrait avoir une durée de vie de 50 ans. Et restons en Allemagne pour terminer ce journal. Dans le nord du pays, un bébé ours polaire a gagné le cœur des visiteurs d'un zoo. Et cette semaine, il a été autorisé à jouer à l'extérieur pour la première fois. L'ourson préféré du zoo est né à Hambourg en décembre dernier. C'est le premier ours polaire né dans la ville depuis plus de 20 ans. Le monde est plein d'aventures et le petit ours ne semble pas avoir peur. Il a sauté dans l'eau glacée dès son premier jour au soleil. L'ourson n'a pas encore de nom, mais il est en parfaite santé et pèse près de 40 kg. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD. The US and India are seeking closer ties to counter China, and the sky isn't the limit. Welcome to China Uncensored. I'm Chris Chappell. The US and India don't see eye to eye on everything, especially when it comes to Russia, but nonetheless, the two nations are drawing closer to each other. And there's a simple reason why. Because that's what brings people together. Not what you both love, but what you both hate. If a complete stranger mentions the Flash movie was a convoluted mess, they're my new best friend, and we're going to chat about it for hours. Last week, Indian Prime Minister Narendra Modi visited the White House. The U.S. and India commemorated recent moves to increase cooperation. For example, earlier this year, they started the initiative on critical and emerging technology to support working together on developing technology. Building on that, they also initiated the India-U.S. Strategic Trade Dialogue and the Roadmap for U.S.-India Defense Industrial Cooperation, which between the three of them could drown a small child in semi-meaningless bureaucratic jargon. Altogether, the agreements are supposed to facilitate the development and trade of technologies in critical domains such as semiconductors, space telecom, quantum, AI, defense, biotech, and others, and fast-track technology cooperation and co-production in areas such as air combat and land mobility systems, intelligence, surveillance and reconnaissance, munitions, and the undersea domain. See what I mean about the bureaucratic jargon? Still, that's a lot of stuff to cooperate on. Luckily, if at any point they disagree, they can just remember what brought them together in the first place. The Beatles were wrong. Forget love, all you need is mutual hate. The U.S. benefits from this partnership because these deals help the U.S. to stop relying on China for so many things. India, meanwhile, benefits from gaining access to U.S. technology that it could only dream of having otherwise. It needs this kind of tech to catch up to China.
mainly because China's been stealing it from us for decades. Already we're seeing some progress. Micron Technology, one of the world's largest chip firms, confirmed that it would invest up to $825 million in a $2.75 billion chip assembly and test facility in India. As for the defense side of things, the US and India agreed to jointly manufacture the General Electric jet engines needed to power modern jet fighters in India. This is a huge game changer for Indian defense. It's kind of like how in some Zelda games you go from a wooden sword to a bronze sword, and finally you get to the Master Sword. Well, imagine if instead of going through all that, you get to level up straight to a freaking fighter jet. Ganon doesn't stand a chance. The reason it's such a big deal is that only 4 countries in the world have the manufacturing technology and infrastructure needed to make high-end fighter jet engines. The US, the UK, France, and Russia. That's right, not China. And among those 4 countries, the US fighter jet engines are the best of the best, at least according to the Heritage Foundation. Given how few countries can make high-end fighter jet engines, the manufacturing technology to do so is so closely guarded and only shared, even partially, with the closest of allies, which now includes India. The engines they're talking about building together has the same technology that powers the US Navy's Super Hornet. High-end, but not bleeding edge. Still, it drastically improves India's capabilities in both the Indian Ocean and the Himalayas, and it could pave the way for construction of future US aircraft. And speaking of the Himalayas, the US also agreed to provide around 30 General Atomics MQ-9B high-altitude drones. It'll be a mix of Sea Guardians and Sky Guardians that will help India track Chinese troops in the Himalayas. In return, the US gained access to Indian shipyards, where it can repair Navy ships. This would help the US a ton in the event of war with China. Since so many of the US's ships are so old and worn down, you'd be safer riding on something designed by OceanGate. The CCP does not like the agreements, which is why Chinese state-run media warned India that it must reject US plans of containing China. Obviously, India didn't listen, and when China gets angry, you know something's right. Both the US and India signed a bunch more deals to improve cooperation. But one of the more surprising deals was India's agreement to join the Artemis Accords, an American-led effort to go back to the moon and explore Mars. I guess America doesn't need to worry about India abusing human rights in space, just alien rights. That's important. I'll tell you why after this quick commercial break. Welcome back. The US and India signed a whole bunch of deals, some of them greatly boosting India's Air Force capabilities. Some would say the sky's the limit, but Modi says not even. India agreed to sign the Artemis Accords to join 26 other nations in a US-led effort to explore the moon. According to a research associate at the Council for Strategic and Defense Research, it's a very big deal, as it is a general departure from the way India managed international space treaties and negotiations. India usually prefers legally binding treaties to govern both civilian and military space activities, but the Artemis Accords isn't legally binding. Or even a treaty, it's more like a set of principles by NASA that countries can follow for exploring the moon. It's the US's way of allowing resource extraction and safety zones while getting around the Outer Space Treaty of 1967, which states that outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claims of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means, which has upset the Chinese Communist Party to no end. What do you mean we can't claim Mars? It's literally a red planet. India definitely doesn't want to be left behind in the space race with the US and China. And this isn't just for prestige, although it is a lot of prestige. Getting a selfie on the moon is the ultimate clout on Instagram. India's national security depends on it, which is why India's space priorities are shifting accordingly. These days, space superiority has a huge role to play in geopolitics. China knows this, which is why it's pouring a lot of money and resources into developing its own space programs, such as the plan to land Chinese astronauts on the moon by 2030, which would be very useful for grabbing resources. Yes, China wants to mine the moon, which would be historic, as it would be the first time in history that slaves are sent to space. Unless you consider dogs human slaves. Aside from that, China's also developing new technology through experiments with biotech, high-energy beams, and even AI in space. Has China never seen any of the Alien movies?
For 2001: A Space Odyssey, AI in space never has a happy ending. China's already used a ground-based AI to control a small satellite for 24 hours without any human order, which is kind of redundant since communists aren't human anyway. But the AI satellite picked very specific spots to look at. One targeted area was Patna, an ancient city by the Ganges River in northeast India, which is also home to the Bihar Regiment, the Indian Army unit that met China's military in a deadly encounter in the Galwan Valley in the disputed border region in 2020. To counter China, India is building up its private sector to encourage SpaceX-type ventures, and is planning to launch its own space station by 2030. But India's space capabilities are very limited compared to China's. As of March 2020, China owned 13.6% of all Earth-orbiting satellites, compared to 2.3% for India. That's why it needs support from the US and other members of the Quad Alliance. So far, India's space research organization, ISRO, has joint projects to examine Earth's ecosystem with the US using a satellite, and to send a moon rover with Japan. Space collaboration between India and Australia is minimal, but with Australian investment tapping into India's space industry, something could come out of it. These collaborations could come in handy if something goes down with China on land or in space. Australia and India are also going to work together more. What I tell you, all you need is mutual hate. And this show would not exist without support from viewers like you. Join what I call the China Uncensored 50-cent army by contributing to the show on Patreon. You'll get a bunch of cool perks, including the ability to ask me questions I'll answer on the show. Today's question comes from Frank Kirka. Accidentally, are you joking? That was in response to this recent episode about China repeatedly performing dangerous maneuvers close to U.S. forces. There is no question about it. These close shaves with U.S. ships are no accident. Those are orders given from very high up within the Chinese Communist Party. But I said the risk is that China could accidentally spark a war if, during these close encounters, there's a crash and someone dies. I say accidentally because right now, the CCP is not ready for a military confrontation with the US. Behind the scenes, unrestricted warfare is already getting the CCP what it wants, but China is not ready for an actual fight, which is why it's rapidly building up its military. China already has a bigger navy than the US. So someday, a military conflict might really happen, and that will be no accident. Thanks for your question and your support, Frank, and thank you for watching. Once again, I'm Chris Chappell. See you next time. Voici le Forum économique mondial. C'est ici, en Suisse, à Davos, que se tient une réunion annuelle où les élites du monde entier, après avoir voyagé dans leur jet privé, se réunissent afin de se mêler, de planifier l'avenir et aussi, c'est ironique, de jeter les bases de la réduction de l'empreinte carbone du monde. Et depuis 51 ans, ces élites mondiales, dont la plupart sont des individus non élus, se réunissent dans un demi-secret afin de décider des politiques qu'elles veulent voir mises en œuvre au niveau mondial. Et étant donné que ces élites mondiales contrôlent les leviers du pouvoir dans leurs sociétés respectives, elles sont en mesure de mettre en œuvre tout ce qu'elles veulent. Ainsi, à titre d'exemple, si elles souhaitent mettre en œuvre des quotas d'équité fondés sur la race ou encore réduire les émissions de carbone, eh bien rien de plus simple, il leur suffit d'introduire des sources ESG dans les secteurs bancaires de différentes nations, de sorte que seules les entreprises qui suivent le programme aient accès au capital. Et étant donné que les dirigeants de presque toutes les grandes banques sont présents à Davos, eh bien c'est une chose simple à faire. Et ce genre de démarche va bien au-delà du secteur bancaire. Par exemple, jetez un coup d'œil à cette liste de 58 pages des participants au sommet du Forum économique mondial de cette année. Les dirigeants de Pepsi, de New York Times, d'IBM, de PayPal, de Moderna, de Bank of America, du Washington Post, de Coca-Cola, de Pfizer, de BlackRock et ainsi de suite. Il y a 58 pages au total.
En fait, l'avantage du forum de Davos, pour nous, simples citoyens, c'est qu'il nous permet d'avoir un aperçu de la pensée des élites, car très souvent, le Forum économique mondial est un endroit où les élites disent tout haut ce qu'elles pensent tout bas. Et en fait, au fil des ans, l'élite de Davos a fait des déclarations pour le moins étranges et qui ne reçoivent pas vraiment l'attention médiatique qu'elles devraient. Et en fait, quand on met bout à bout ces déclarations individuelles, on aboutit à un thème général, un thème qui revient en permanence, à savoir le contrôle total de l'humanité. Et ce contrôle total, selon les élites de Davos, se fera par le biais des médias, de la science et de la technologie, afin de remodeler les démocraties et de former un gouvernement mondial. Il est vrai que cela peut sembler conspirationniste, cependant je vous propose de passer aujourd'hui en revue les 8 idées les plus dystopiques actuellement défendues par le Forum économique mondial, et vous pourrez alors décider par vous-même si c'est conspirationniste ou non. Commençons par l'idée numéro 1, pénétrer les gouvernements. D'après les déclarations de M. Klaus Schwab, qui est à la fois le fondateur et l'actuel directeur du Forum économique mondial, la démocratie est l'obstacle majeur d'un monde totalement globalisé. En fait, dans un rapport intitulé Global Redesign, publié en 2010 par le Forum économique mondial, Klaus Schwab a écrit, je cite, « Un monde globalisé est mieux géré par une coalition auto-sélectionnée de sociétés multinationales, de gouvernements, y compris par le biais du système des Nations Unies, et d'organisations de la société civile sélectionnées. » Ce qui, très honnêtement, semble être l'exact opposé d'une démocratie. Mais il a continué, « Les gouvernements ne sont plus les acteurs dominants sur la scène mondiale, et l'heure est venue d'un nouveau paradigme de gouvernance internationale. » Et dans un discours qu'il a prononcé à la John F. Kennedy School du gouvernement de Harvard en 2017, Klaus Schwab a ouvertement admis ce qui a été considéré comme une théorie du complot pendant de nombreuses années, à savoir le fait que son organisation, je cite, pénètre les gouvernements du monde entier. Écoutez bien. I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, with a young global leader. Cela signifie que sur scène, dans un discours enregistré, Klaus Schwab s'est ouvertement vanté de la façon dont Angela Merkel en Allemagne, Vladimir Poutine en Russie, Emmanuel Macron en France, Justin Trudeau au Canada, ainsi que la moitié de son cabinet étaient membres du programme Young Global Leaders du Forum économique mondial. Ainsi, au vu de ce genre de déclaration, il n'est pas étonnant que le Transnational Institute ait décrit le Forum économique mondial comme étant, je cite, « un coup d'État mondial silencieux pour s'emparer du pouvoir ». Et nous passons à l'objectif numéro 2 du Forum économique mondial. Contrôler les esprits en utilisant des ondes sonores et des micropuces, ce qui peut sembler absolument conspirationniste. Cependant, à l'écran se trouve un article réel publié par le Forum économique mondial en 2018 intitulé « Mind Control Using Sound Waves ». Nous demandons à un scientifique comment cela fonctionne. Et ce qui est étrange, c'est que cet article n'est plus disponible sur le site du Forum économique mondial, mais Internet n'oublie jamais, et donc il existe une version archivée de cet article. Dans cet article de 2018, cette nouvelle technologie est présentée comme un traitement possible de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer. Mais il indique également qu'elle peut être utilisée pour contrôler complètement l'esprit d'une personne à distance. Voici un extrait de l'article.
Je vois venir le jour où un scientifique sera capable de contrôler ce qu'une personne voit dans son esprit en envoyant les bonnes ondes au bon endroit dans son cerveau. Je pense que la plupart des objections seront semblables à celles que nous entendons aujourd'hui à propos des messages subliminaux dans les publicités, mais beaucoup plus véhémentes. Cette technologie n'est pas sans risque de mauvaise utilisation. Elle pourrait être une technologie de soins révolutionnaire ou un outil de contrôle parfait avec lequel les impitoyables contrôlent les faibles. Cette fois cependant, le contrôle serait littéral. Voilà qui est assez dystopique. D'autant plus que la conclusion de l'article laisse entendre que cette technologie est inévitable et que la seule façon de la freiner, c'est qu'elle soit régularisée par une organisation quelconque. Voici comment le Vigilant Citizen résume la situation. Personne ne peut empêcher les scientifiques de développer cette technologie. Pour éviter toute utilisation abusive, elle devrait être réglementée par des organisations telles que le Forum économique mondial. C'est pratique, car certaines entreprises qui développent cette technologie font partie du Forum économique mondial. Cependant, le PDG de Nokia a mentionné quelque chose sur la scène du Forum économique mondial l'année passée qui pourrait rendre ce type de contrôle des ondes sonores sans intérêt. En effet, pourquoi avoir besoin de contrôler les gens avec des ondes sonores si d'ici 8 ans, ils auront leur smartphone implanté dans leur corps? Écoutez. I think it will go, it will, first of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual, kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. Bien entendu, certaines personnes pourraient ne pas se sentir très à l'aise avec l'idée de se faire implanter des micropuces dans le corps. Ils pourraient même refuser cette implantation. Et c'est tout à fait compréhensible. Ce qui nous amène au point numéro 3, les pilules contenant des micropuces. Parce que voyez-vous, en 2018, le PDG de Pfizer a ébloui le public du Forum économique mondial de cette année-là en lui parlant de la possibilité d'ingérer des puces électroniques à prendre sous forme de comprimés. Ces puces permettraient de signaler aux autorités qu'un médicament a été digéré. Écoutez. Again, maybe I will use an example. I think it's fascinating what's happening in this field right now. I mean, FDA approved the first electronic pill, if I can call it like that. So it is basically biological chip that it is in the tablet. And once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, compliance. The insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do take them. It is fascinating what happens in this field. But of course, there will be an initial cost that someone needs to invest. Et ce clip date de 2018 et le PDG de Pfizer parlait spécifiquement de médicaments contre la schizophrénie et le cancer. Cependant, vu à la lumière des 4 dernières années, c'est-à-dire vu à travers la lentille du Covid et de tous les mandats qui lui ont été associés, eh bien on peut en avoir quelques frissons dans le dos, n'est-ce pas? Et en parlant du Covid, nous passons au point numéro 4, l'éloge des lockdowns par le Forum économique mondial. Est-ce que vous vous souvenez de la vague massive de lockdown ou de confinement à laquelle nous avons assisté en 2020 et en 2021? Les gens perdaient leurs moyens de subsistance, leurs entreprises, leurs sources de revenus, et avec une augmentation des overdoses, des violences domestiques, des problèmes de santé mentale et d'autres problèmes de ce genre, eh bien le Forum économique mondial a pensé que c'était une bonne idée de réaliser une vidéo nous montrant comment les lockdowns améliorent tranquillement les villes du monde entier. Regardez. Cette vidéo a suscité une telle réaction que le Forum économique mondial l'a supprimée et a publié ce message à la place. Nous supprimons ce tweet. Les lockdowns n'améliorent pas tranquillement les villes du monde entier, mais ils sont une partie importante de la réponse de santé publique à la Covid-19. Une sorte de retournement de veste intéressant, dans lequel ils ont supprimé la vidéo,
mais ils ont quand même tenu à déclarer qu'ils étaient en faveur des lockdowns. C'est probablement dû au fait que le Covid ainsi que les confinements représentent une opportunité pour le point 5 de notre liste, à savoir mettre en place une grande réinitialisation ou grand reset. Car voyez-vous, ce qui était autrefois considéré comme une théorie du complot semble devenir une réalité. Si vous publiez une vidéo sur YouTube concernant la grande réinitialisation, ils ajouteront une petite boîte de contexte en dessous pour préciser que vous avez peut-être tort. Et pourtant, le Forum économique mondial ne se cache pas de ses véritables intentions. En effet, en plus de la publication d'un livre intitulé The Great Reset by Klaus Schwab, que vous pouvez trouver sur Amazon pour 20 $, le Forum a également publié une excellente vidéo d'explication détaillant ce que signifie réellement cette grande réinitialisation. Regardez. The pandemic has radically changed the world as we know it, and the actions we take today as we work to recover will define our generation. Now is the time to think what history would say about this crisis. 2020 has been challenging on a lot of levels, as economic, environmental and societal frailties have been laid bare. But it's also proved that when we need to, we can act rapidly and restructure our lives. The recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est relativement clair que le Covid-19 est considéré par ce groupe particulier comme une opportunité de mettre en œuvre leurs idées. Ils sont assez explicites sur cette question. Et lorsqu'ils disent que de nombreuses personnes appellent à une grande réinitialisation, on ne sait pas exactement à qui ils font référence. Parce que si vous regardez la section des commentaires de leurs vidéos, vous constaterez qu'elle est désactivée. Mais il y a eu un petit laps de temps avant qu'elle ne soit désactivée, un moment lors duquel les gens étaient autorisés à laisser des commentaires, et le Vigilant Citizen a fait une capture d'écran d'un échantillon assez représentatif des pensées des gens concernant cette grande réinitialisation. Regardez. Cela ressemble à la propagande la plus ouverte que j'ai vue de ma vie. Tant de gens appellent à une grande réinitialisation? Non, c'est l'élite qui le demande. Nous ne voulons pas de ça. Personne n'a voté pour ça. Le rationnement des votes sur cette vidéo en est la preuve. Nous n'allons pas diffuser la vidéo en entier, mais vous avez compris le message. Le capitalisme tel que nous le connaissons est mort, et la vidéo poursuit en disant qu'il doit être remplacé par une nouvelle forme de capitalisme qui met, je les cite, les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Maintenant, bien sûr, la présomption sous-jacente semble être que les bonnes personnes devraient être celles qui sont en accord avec l'agenda du Forum économique mondial et pas nécessairement avec la volonté démocratique du peuple. Et bien sûr, vous pourriez naturellement me faire remarquer, ces individus pourraient souhaiter contrôler les citoyens du monde, mais nous avons les droits de l'homme. Nous avons les droits fondamentaux de la parole, de l'expression, de l'assemblée, etc. Et vous auriez raison. Mais pour combien de temps? Car le point 6 de leur liste, sachez-le, est celui de recalibrer notre liberté d'expression. Lors d'une table ronde au Forum économique mondial de l'année passée, la directrice de la commission e-safety du gouvernement australien, Madame Julie Grant, a déclaré qu'il était temps pour nous de recalibrer ce que nous entendons par droit de l'homme et liberté d'expression. Curieusement, cette déclaration ne mentionne pas le droit de protester pacifiquement contre les mandats de votre gouvernement, ni le droit de refuser de se faire injecter un médicament dont vous ne voulez pas. Le numéro 7 de leur liste est le suivi de vos vêtements. En effet, le Forum économique mondial a publié une vidéo fascinante expliquant comment, très bientôt, vos vêtements seront suivis à la trace. Regardez. Selon la vidéo, sous l'impulsion de l'environnement, le Forum économique mondial a annoncé l'arrivée de vêtements dotés de passeports numériques. Des passeports numériques qui permettront de les suivre à tout moment. Ces vêtements seront apparemment commercialisés d'ici 2025 avec le soutien de Microsoft. Et selon la vidéo, ces puces qui seront placées sur les vêtements permettront aux marques de mode de revendre leurs vêtements, bien que l'on ne sache pas exactement comment cela fonctionnerait concrètement.
Et enfin, nous arrivons au point numéro 8, qui est la célèbre citation « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Et comme l'a décrit le Vigilant Citizen, il s'agit du moment le plus dystopique de l'histoire du Forum économique mondial. Il s'est déroulé en 2016 et c'est à ce moment-là qu'un membre du Parlement danois a dit ceci « Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle ». Et le Forum économique mondial a pensé que cette citation était si juste qu'il l'a tweetée en tant que message indépendant. Plus tard, le Forum économique mondial a publié un article expliquant un peu plus le sens de cette phrase « Je ne possède rien. Je ne possède pas de voiture, je ne possède pas de maison, je ne possède pas d'appareils électroménagers ni de vêtements. Le shopping n'est plus qu'un lointain souvenir dans la ville de 2030 dont les habitants ont craqué l'énergie propre et empruntent ce dont ils ont besoin à la demande. » Apparemment, dans le futur Grand Reset, nous n'aurons accès qu'à des services qui seront loués et livrés par différentes sociétés. Ce qui nous amène à nous demander, mais si nous ne possédons rien et que nous sommes heureux, à qui appartiendront tous ces biens ? Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Nouvel Angle. Je vous rappelle que nous sommes à la télévision française les lundis et les vendredis, ainsi que sur notre site web ntdtv.fr. Vous pouvez soutenir le journalisme indépendant en versant 1 € mensuel ou plus sur le compte Patreon de Nouvel Angle. Vous trouverez un lien dans la barre d'information. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Une entreprise américaine a-t-elle aidé la Chine communiste à persécuter son peuple ? Un procès vieux de 12 ans contre l'entreprise technologique Cisco est aujourd'hui relancé par un tribunal californien. Les exportations chinoises enregistrent une baisse record. Alors que l'économie chinoise chute, la crise atteindra-t-elle l'Occident ? Et une réunion inhabituelle entre les États-Unis et la Chine au Pentagone. Pékin est-il enfin prêt à ouvrir un dialogue entre les deux armées les plus puissantes du monde? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une entreprise technologique américaine aurait contribué à une persécution en Chine. Il y a quelques jours, une cour de Californie a annulé le rejet d'un procès vieux de 9 ans. Dans cette affaire, Cisco Systems est soupçonné d'avoir aidé le Parti communiste chinois à persécuter un groupe religieux, en facilitant l'arrestation, la détention et la torture des pratiquants par Pékin avec sa technologie. En pleine guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, des grandes entreprises sont-elles complices de l'oppression? Nous nous penchons sur cette question et sur l'histoire d'une actionnaire de Cisco qui s'est battue pour les droits de l'homme il y a 21 ans. Voici la suite. Anne Lau est une militante des droits de l'homme. Elle a réagi à la récente décision d'une cour d'appel de relancer une affaire vieille de près de 10 ans. L'affaire à laquelle elle fait référence est le procès intenté en 2011 contre Cisco, accusant l'entreprise d'avoir contribué à la violente persécution du Falun Gong par le Parti communiste chinois ou PCC. Voici ce que Terry Marsh, procureur général dans l'affaire Cisco, avait à dire. Ils ont compris la conversion logique liée à la torture, qui est, que puis-je dire, un crime particulièrement horrible. Anne Lau explique qu'elle attire l'attention sur les entreprises occidentales qui soutiennent les violations des droits de l'homme commises par le régime depuis 2002, date à laquelle elle a présenté une résolution. En l'an 2000, la Chine a commencé à repérer les gens qui se rendaient sur Internet pour parler, et l'on supposait que c'était très rapide, que lorsque des gens entraient dans un cybercafé, ils tapaient quelque chose et qu'à leur sortie, ils étaient presque immédiatement repérés par le gouvernement. Grâce à son activité sur Internet, Madame Lau a appris l'implication présumée de Cisco dans la fourniture au PCC d'équipements Internet utilisés pour surveiller ces centaines de millions d'internautes. Pour attirer l'attention de l'entreprise et du public, elle a acheté des actions de Cisco et a attendu 1 an avant de pouvoir soumettre des résolutions à l'ASEC en tant qu'actionnaire. Sa résolution demande à Cisco de préparer un rapport annuel à l'intention des actionnaires, décrivant les produits fournis à toute entité gouvernementale susceptible d'autoriser la surveillance ou l'enregistrement en ligne. 21 ans plus tard, Anne Lau se réjouit de la prise de conscience du public. J'espère que cela créera un précédent qui rendra les entreprises responsables si elles sont impliquées de quelque manière que ce soit dans la persécution de personnes. Le Falun Gong est un groupe religieux qui est lourdement persécuté en Chine depuis 1999.
Dans le procès intenté en 2011 contre Cisco, les plaignants ont accusé le PCC d'utiliser une plateforme de surveillance connue sous le nom de bouclier d'or pour surveiller et emprisonner les pratiquants de Falun Gong. Selon eux, Cisco a conçu, élaboré et apporté une aide essentielle à la mise en œuvre du projet Bouclier d'or, alors que le régime était incapable d'en développer un par lui-même. Ils ont conçu l'ensemble de l'appareil à San José. Ils étaient responsables du cerveau de l'appareil. Une équipe spéciale de Cisco s'est rendue en Chine pour aider à la mise en œuvre du projet. C'est ce que nous déclarons. Le vice-président de Cisco de l'époque a reconnu que, je cite, « la présentation interne de Cisco comprenait une déclaration officielle du gouvernement chinois concernant la lutte contre les éléments hostiles, y compris les organisations religieuses ». Il n'est pas possible pour une entreprise occidentale de justifier son action et en fin de compte de dire « je ne fais que suivre les lois du pays qui fait des affaires ici ». Cet argument n'est plus valable. NTD a contacté Cisco pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse avant la date de diffusion. Le tribunal de district de San José avait rejeté l'affaire en 2014, déclarant que les victimes du Falun Gong n'avaient pas réussi à prouver que Cisco savait que son produit permettrait l'oppression. Les plaignants sont 13 ressortissants chinois et un citoyen américain, Charles Li. Monsieur Li a déclaré avoir été arrêté en 2003 pour avoir pratiqué le Falun Gong en Chine. Il a déclaré avoir été battu, privé de sommeil et de nourriture et menotté dans des positions douloureuses pendant les 3 ans qu'a duré sa peine de prison. Dans l'avis rendu qui a rétabli le procès, la juge Marsha Berzon a écrit, je cite, « Cisco a fourni une assistance technique cruciale en sachant que la torture, la détention arbitraire, les disparitions et les exécutions extrajudiciaires étaient susceptibles d'avoir lieu. » Elle a ajouté que les actions de Cisco, dont beaucoup ont eu lieu sur le sol américain, constituent une aide et un encouragement aux abus du régime chinois. L'usine du monde est-elle en train de perdre sa position? Pékin a publié jeudi les données commerciales pour le mois de juin et les chiffres des exportations ne semblent pas prometteurs. Les chiffres mettent en évidence une baisse record pour les exportations de biens fabriqués en Chine. Ce terme recouvre des produits allant des vêtements aux chaussures, en passant par les articles de voyage et même les sacs à main. S'y ajoutent des produits technologiques et des ressources telles que les minéraux. Les responsables ont attribué le déclin des exportations chinoises au risque géopolitique et au ralentissement de l'investissement mondial. L'impact direct de l'affaiblissement de la demande étrangère sur le commerce extérieur de la Chine se poursuit. Avec la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, les économies étrangères achètent moins de produits aux usines chinoises. Maintenant, les exportations chinoises chutent à leur rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie de Covid-19. Lorsque Pékin a levé les confinements liés au Covid-19 en décembre dernier, de nombreux investisseurs s'attendaient à un rebond de l'économie chinoise. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'interruption de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie est un facteur clé. Face à la faiblesse des exportations, les dirigeants chinois cherchent à savoir si l'économie chancelante peut encore être relancée avec l'aide de l'argent américain. De plus, la baisse des importations chinoises en juin s'est avérée plus importante que prévu. Enfin, le taux de chômage élevé du pays a entraîné une baisse de la demande locale. De juin dernier à avril dernier, je n'ai pas reçu une seule offre d'emploi. Les appels à des mesures de relance sont plus nombreux que jamais. Le nouveau Premier ministre chinois, Li Qiang, a évoqué la possibilité de prendre des mesures politiques pour stimuler la demande, mais peu de mesures concrètes ont été annoncées jusqu'à présent. Voici ce que Brian McCarthy, stratège en chef chez MacroLens, avait à dire sur ce qui se passe. Je pense que Xi Jinping, à un moment donné, voudra essayer de faire quelque chose pour renverser la situation. Ils ont essayé à la marge avec très peu de succès. Un ancien responsable financier américain a déclaré que la Chine pourrait ne plus être le moteur de la croissance mondiale. Pékin a fixé un objectif de croissance du PIB d'environ 5% pour cette année. La Chine n'a pas atteint l'objectif de l'année dernière. Une rare rencontre entre la Chine et les États-Unis, dont le coup d'envoi sera donné jeudi au Pentagone. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis a rencontré Eli Ratner, secrétaire adjoint à la Défense et principal responsable de la défense pour l'Asie à Washington. Selon le Pentagone, les deux responsables ont parlé de défense ainsi que d'une série de questions de sécurité internationale et régionale. L'un des principaux points de discorde est le refus de Pékin d'ouvrir les communications militaires au cours des derniers mois.
Du côté chinois, l'ambassadeur Xie Feng a demandé à Washington de prendre des mesures pour éliminer les obstacles, gérer les divergences et traiter avec prudence la question de Taïwan et d'autres questions sensibles. À l'issue de cette réunion de 90 minutes, les experts ont souligné qu'il était inhabituel que l'ambassadeur chinois s'entretienne directement avec des hauts fonctionnaires américains. Ils ont laissé entendre que Pékin pourrait tenter de répondre aux objections américaines concernant l'absence de discussion sur la défense. Toutefois, pour l'instant, aucune nouvelle ligne de communication ne semble s'être ouverte entre les deux superpuissances. Les effets catastrophiques de la politique inhumaine de l'enfant unique en Chine sont à nouveau mis en lumière. Un tribunal chinois a rejeté la demande de divorce d'une mère de 6 enfants. Tous ces enfants sont des petites filles. La femme, désignée sous le nom de Xiong, a été accusée de manquer à ses devoirs maternels et, je cite, de ne pas être une bonne mère. Elle a expliqué que son mari et sa famille accordaient une grande importance à la naissance d'un fils pour perpétuer la lignée familiale, une coutume sociale très répandue en Chine en conséquence de la politique de l'enfant unique. Alors que les filles se marieront un jour dans d'autres familles, les fils soutiendront leurs parents lorsqu'ils vieilliront. Madame Xiong a expliqué s'être rendu compte qu'elle était simplement considérée comme un réceptacle pour la procréation. Cette mère de 6 enfants a déclaré qu'elle ne pouvait plus supporter d'autres grossesses et s'est donc réfugiée chez ses parents en 2019. Mais le juge de la province du Hunan s'est prononcé contre le divorce de la mère. Il a affirmé que Madame Xiong n'avait pas pu prouver que son mariage était un échec. Alors que le régime chinois est confronté à une crise démographique imminente, certains craignent que Pékin n'utilise son système judiciaire pour lutter contre la chute des taux de natalité. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.